Par une nuit froide, un millionnaire quitte son entreprise tardivement lorsqu'il aperçoit une petite mendiante grelottant sur le trottoir. « Monsieur, le croque-mitaine me fait du mal toutes les nuits », murmure-t-elle, la terreur dans les yeux. Le millionnaire, qui normalement ne se serait jamais arrêté pour écouter quelqu'un dans cette situation, ressent quelque chose et fait demi-tour, lui demandant d'expliquer ce que le croque-mitaine lui fait. La fillette, effrayée à l'idée de dormir seule une fois de plus, raconte à l'homme quelque chose de si choquant qu'il appelle immédiatement la police. Mais lorsque les agents arrivent, quelque chose d'horrible se produit, auquel il n'aurait jamais pu s'attendre. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. L'horloge du tableau de bord de la Mercedes indiquait 23h43 quand Edward Miller éteignit enfin son ordinateur. Une autre journée de travail de 16 heures s'achevait, le laissant avec ce sentiment de vide familier qui l'accompagnait depuis des années. À 40 ans, il avait bâti un empire commercial, mais sa vie personnelle était un désert aride où aucune émotion sincère ne pouvait s'épanouir. Le bureau, au 30e étage, offrait une vue privilégiée sur la ville endormie, mais Edward regardait rarement par la fenêtre. Les chiffres, les feuilles de calcul et les contrats consumaient toute son attention, un mur de responsabilité qu'il avait érigé pour éviter d'affronter la solitude qui le rongeait de l'intérieur. Sa secrétaire était partie depuis des heures, comme tous les employés, le laissant seul avec le silence qui le terrifiait et le réconfortait à la fois. Il ajusta sa cravate coûteuse d'un geste mécanique et attrapa le manteau en laine italienne accroché à sa chaise. L'hiver était particulièrement rude cette année-là, avec des vents mordants qui semblaient le transpercer. Edward, cependant, avait depuis longtemps perdu la capacité de sentir le froid extérieur. La glace qu'il portait dans sa poitrine était bien plus intense et permanente. L'ascenseur descendit en silence, son image se reflétant dans le miroir. Des cheveux grisonnants parfaitement coiffés, un costume impeccable, une posture droite qui respirait l'autorité. C'était l'image de la réussite absolue, mais derrière ses yeux bruns se cachait une profonde lassitude que tout l'argent du monde ne pouvait guérir. Ses mains, toujours occupées par des documents importants, tremblaient légèrement, non pas de nervosité, mais d'un épuisement émotionnel accumulé au fil des décennies. Le garage souterrain était vide, à l'exception de sa voiture et de celle du concierge de nuit. Edward salua l'homme d'un signe de tête froid, comme toujours, sans jamais lui demander son nom ni montrer le moindre intérêt pour sa vie. Les relations étaient des complications inutiles dans son existence soigneusement organisée, où chaque minute avait son but et chaque émotion était strictement contrôlée. La Mercedes glissa dans les rues désertes, son moteur ronronnant doucement. Edward conduisait en pilote automatique, son esprit planifiant déjà les activités du lendemain. 3 réunions importantes, 2 contrats à réviser et une téléconférence avec des investisseurs japonais. La routine le rassurait, lui offrant l'illusion d'un contrôle absolu sur sa vie, même lorsqu'il sentait qu'il ne faisait que survivre. C'est alors qu'il vit une petite silhouette recroquevillée sur le trottoir. Edward pila instinctivement, le cœur battant sans raison apparente. Une enfant était assise sur le pavé glacial, adossée au mur d'un bâtiment commercial fermé. Même de l'intérieur de la voiture chauffée, il pouvait voir qu'elle tremblait violemment, ses bras maigres enroulés autour de ses genoux dans une tentative désespérée de se réchauffer. Un instant, il envisagea d'accélérer et de continuer sa route. Les enfants sans abri étaient un problème social qui ne le concernait pas, une réalité désagréable qu'il préférait ignorer. Sa vie fonctionnait parfaitement lorsqu'il se tenait à distance des problèmes des autres, concentré uniquement sur ses objectifs commerciaux et sa solitude choisie. Mais quelque chose dans les yeux de la fillette le fit hésiter. Elle le regardait droit dans les yeux, à travers le pare-brise, et il y avait dans ce regard quelque chose qui le troubla profondément. Ce n'était pas seulement la peur ou la faim, c'était une terreur pure, authentique, qui semblait percer toutes les barrières qu'il avait construites autour de son cœur. Ses petites mains sales agrippaient un morceau de carton qui lui servait de couverture de fortune, et ses lèvres, bleues de froid, bougeaient comme si elles murmuraient une prière désespérée. Edward coupa le moteur, les mains tremblantes, ne comprenant pas pourquoi il faisait cela. La fillette ne devait pas avoir plus de 6 ans, avec des cheveux bruns emmêlés et des vêtements qui semblaient avoir été trop grands autrefois, mais qui pendaient maintenant lâchement sur sa frêle silhouette. Lorsqu'il ouvrit la portière de la voiture, le vent froid le frappa comme une gifle, mais ce fut la faible voix de l'enfant qui le fit vraiment frissonner. « Monsieur » appela-t-elle, la voix rauque d'avoir pleuré, « le croque-mitaine me fait du mal toutes les nuits. » Edward se figea quelques secondes, assimilant les mots de la fillette. Le croque-mitaine. Une expression qui aurait dû paraître enfantine et innocente, mais qui, sortant de ses lèvres tremblantes, était chargée d'une peur si réelle qu'elle lui retourna l'estomac.
Il s'accroupit lentement, essayant de se mettre à son niveau, un geste qu'il n'avait pas fait depuis des décennies, depuis qu'il avait cessé d'être la figure de l'oncle pour les enfants de connaissance qui s'étaient progressivement éloignés de sa vie. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il, sa voix plus douce qu'il ne l'aurait voulu, se surprenant lui-même de sa propre douceur. La fillette le fixa de ses énormes yeux effrayés, comme pour évaluer si elle pouvait lui faire confiance. Il y avait une sagesse prématurée dans ce regard, le genre de connaissance qu'aucun enfant ne devrait posséder. « Sophia » murmura-t-elle en s'essuyant le nez avec le dos de sa main sale. « Mais tout le monde m'appelle So. Le croque-mitaine m'appelle comme ça aussi, quand il vient me chercher. » Sa voix se brisa sur la dernière phrase, et Édouard sentit quelque chose s'agiter dans sa poitrine, une émotion qu'il avait depuis longtemps enfouie sous des couches d'ambition et d'indifférence. Édouard regarda autour de lui, constatant que la rue était complètement déserte. Il n'y avait personne pour assister à cette étrange conversation, personne pour juger l'homme d'affaires prospère parlant à une fillette sans abri au milieu de la nuit. Pour la première fois depuis des années, il ne se souciait pas des apparences ou de ce que les autres pourraient penser. « Sophia » répéta-t-il, savourant la simplicité du nom. « Que te fait exactement ce croque-mitaine » La question sortit plus directement qu'il ne l'avait prévu, mais il y avait une urgence croissante dans sa poitrine qu'il ne pouvait expliquer. Quelque chose dans cette situation l'affectait d'une manière qui défiait toute sa logique commerciale. La fillette serra plus fort ses genoux, balançant son corps d'avant en arrière dans un mouvement qui témoignait d'un traumatisme profond. « Il me frappe » dit-elle avec une simplicité dévastatrice. « Il me pousse contre le mur et dit que si je le dis à quelqu'un, il me fera encore plus mal. Il dit qu'il sait toujours où je dors, qu'il me surveille tout le temps. » Édouard sentit la bile lui monter à la gorge. Ce n'était pas le fantasme d'une enfant effrayée. Il y avait trop de détails spécifiques, une peur trop réelle pour être le produit de l'imagination. Les marques violettes qu'il remarquait maintenant sur les bras maigres de la fillette confirmaient que ces paroles n'étaient pas une invention. « Où sont tes parents, Sophia » demanda-t-il, bien qu'il se doutât déjà de la réponse vu l'état de l'enfant. Elle baissa la tête, ses cheveux tombant comme un rideau sur son visage sale. « Je n'en ai pas. La dame qui s'occupait de moi est morte l'année dernière, et depuis, je suis dans la rue. Je dors dans des endroits différents chaque nuit parce que le croque-mitaine me trouve toujours. » Elle releva les yeux, et Édouard vit des larmes tracer des sillons propres sur ses joues sales. « J'ai tellement peur de dormir, monsieur Édouard. Tellement peur. » Édouard se releva brusquement, les jambes chancelantes. Son esprit analytique tentait de traiter la situation, une enfant abandonnée, proie d'un prédateur. La partie rationnelle de son cerveau lui hurlait d'appeler la police et de se distancier d'un problème qui n'était pas le sien. Mais une voix plus profonde, une voix qui avait été réduite au silence pendant des années, murmurait autre chose. Il sortit son téléphone portable de sa poche avec des mains tremblantes et composa le 911. Pendant qu'il attendait que quelqu'un réponde, il regarda Sophia se recroqueviller encore plus, comme si le simple fait d'appeler à l'aide pouvait entraîner des conséquences terribles. Quand quelqu'un répondit enfin, Édouard expliqua la situation de manière objective et claire, fournissant l'adresse exacte. « Une voiture de patrouille sera là dans 15 minutes, dit le répartiteur d'un ton professionnel. » Édouard raccrocha et regarda Sophia, qui l'observait avec un mélange d'espoir et de terreur. « Ça va aller, » dit-il, des mots qui sonnaient étranges sortant de sa bouche. Depuis combien de temps n'avait-il pas offert de réconfort à quelqu'un? Depuis combien de temps ne s'était-il pas sincèrement soucié de la souffrance d'une autre personne? La fillette hocha faiblement la tête, mais il pouvait voir qu'elle ne croyait pas entièrement ses paroles. Les 15 minutes s'éternisèrent comme des heures. Édouard resta debout à côté de la voiture, tandis que Sophia restait blottie sur le trottoir. Il voulait s'asseoir à côté d'elle, lui offrir un peu de réconfort physique, mais des décennies d'isolement émotionnel l'empêchaient d'agir naturellement. Au lieu de cela, il enleva son manteau et le lui tendit. « Mais ça, dit-il doucement. Il gèle ici. » Sophia accepta le manteau avec révérence, comme si c'était le cadeau le plus précieux qu'elle ait jamais reçu. Le tissu fin l'engloutit entièrement, mais Édouard put voir le soulagement dans ses épaules alors que la chaleur l'atteignait enfin. Lorsque les lumières bleues et rouges de la voiture de patrouille apparurent enfin au bout de la rue, Édouard ressentit un mélange de soulagement et d'appréhension. Bientôt, cette responsabilité quitterait ses mains et retournerait aux autorités compétentes. Sa vie pourrait reprendre son cours normal, dans la sécurité prévisible de sa routine solitaire. Mais alors que l'officier sortait de la voiture de patrouille et se dirigeait vers eux, quelque chose dans le sourire dédaigneux de l'homme fit comprendre à Édouard que cette histoire ne faisait que commencer.
Le sergent Harris sortit de la voiture de patrouille avec la nonchalance lasse de quelqu'un qui avait déjà traité des dizaines d'appels similaires cette nuit-là. C'était un homme corpulent avec une moustache grisonnante et de petits yeux qui semblait évaluer les gens comme s'ils étaient des marchandises sur une étagère. Son uniforme était froissé et il y avait une tache de café sur sa chemise, des détails qu'Edouard remarqua immédiatement avec son œil exercé à repérer la négligence. « Bonsoir », dit l'officier, s'adressant exclusivement à Edouard et ignorant complètement Sophia, qui se tassa davantage dans le manteau surdimensionné. « C'est vous qui avez appelé pour un mineur en détresse. » Edouard hocha la tête, sentant une pointe d'irritation à la façon dont l'homme parlait de la fillette, comme si elle était un objet. « Oui, officier. Cet enfant a signalé qu'elle était suivie et agressée par un adulte. Elle a des marques visibles de violence et est clairement terrifiée. » Le sergent Harris laissa échapper un petit rire qui fit froid dans le dos à Edouard. C'était le genre de rire qui dénotait un cynisme profond et une indifférence totale à la souffrance d'autrui. L'officier s'accroupit devant Sophia, mais pas avec la douceur qu'Edouard avait montrée. C'était un geste mécanique, expéditif. « Alors, ma petite, dit-il, sa voix tentant de paraître paternelle mais portant un ton de moquerie à peine voilé. Quelle est l'histoire cette fois? Un méchant adulte qui te court après? » Le sarcasme était évident, et Edouard regarda Sophia se rétrécir encore plus, comme une fleur fermant ses pétales avant une tempête. « Il me fait mal », murmura Sophia, sa voix presque inaudible. « Le croque-mitaine vient toutes les nuits. » Elle ne put finir sa phrase, se mettant à pleurer silencieusement. Les larmes laissaient des traînées propres sur ses joues sales, un contraste douloureux qui brisa le cœur d'Edouard. Le sergent Harris se releva avec un soupir exagéré et se tourna vers Edouard avec une expression qui mêlait pitié et irritation. « Écoutez, monsieur, dit-il, utilisant le titre respectueux uniquement parce qu'il avait remarqué, d'après la voiture et les vêtements, qu'il avait affaire à quelqu'un d'important. Vous croyez vraiment une gamine des rues? Elles inventent n'importe quoi pour obtenir de l'argent ou un abri. » Edouard sentit son sang bouillir. Il n'avait pas ressenti une colère aussi intense et pure depuis des années. Tout son sang-froid d'homme d'affaires s'évanouit devant la cruauté désinvolte de cet homme qui était censé protéger les plus vulnérables. « Officier, dit-il, sa voix contrôlée mais lourde d'autorité, cet enfant a des marques visibles d'agression. Elle a rapporté des détails spécifiques sur les abus. Comment pouvez-vous simplement ignorer cela ?» L'officier haussa les épaules, sortant un petit carnet de sa poche de chemise. « Écoutez, monsieur, je fais ce métier depuis 15 ans. J'ai tout vu. Ces enfants sont malins. Ils savent exactement quoi dire pour susciter la pitié. Elle s'est probablement blessée en jouant ou en se battant avec d'autres enfants des rues. » Edouard regarda Sophia, qui avait cessé de pleurer mais gardait les yeux fixés au sol, comme si elle s'attendait exactement à cette réaction. Il y avait dans sa posture une résignation plus douloureuse que ses larmes. L'acceptation d'une enfant qui avait déjà appris que le monde des adultes se souciait rarement de sa souffrance. « Allez-vous enquêter ou non ?» demanda Edouard, sa voix adoptant le ton glacial qu'il utilisait dans ses négociations les plus difficiles. Le sergent Harris le fixa un instant, pesant le pour et le contre d'affronter cet homme manifestement influ. « Je vais remplir un rapport, » dit-il finalement, griffonnant quelques lignes dans son carnet. « Mais franchement, monsieur, vous perdez votre temps. Ces enfants apparaissent et disparaissent des rues comme des fantômes. Demain, elle ne sera même plus là. » Edouard regarda l'officier écrire négligemment, sans poser une seule question spécifique sur l'agresseur présumé, sans demander de description, sans montrer aucun intérêt réel pour l'enquête. C'était un théâtre grotesque, une mascarade expéditive qui ne servait qu'à remplir des procédures bureaucratiques. « Voilà, » dit le sergent en arrachant une feuille du carnet et en la tendant à Edouard. « Voici le numéro du rapport. Si quelque chose se passe, vous pouvez appeler et faire référence à ce numéro. » Il rangea son carnet et retourna vers la voiture de patrouille, mais s'arrêta quand Edouard l'interpella. « Et elle? Qu'est-ce qui va arriver à la fillette ?» L'officier se retourna avec une expression mêlant surprise et impatience. « Que voulez-vous dire, monsieur? Elle retourne là où elle était. Ce n'est pas un crime d'être dans la rue, et nous n'avons pas de foyer disponible à cette heure de la nuit. » Edouard eut l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Mais elle a dit qu'elle était suivie. Comment pouvez-vous simplement l'abandonner ici? Monsieur, dit le sergent d'un ton condescendant, si nous ramassions chaque enfant qui se plaint du croque-mitaine, nous n'aurions plus de place nulle part. Elle s'en sortira. Ces enfants sont résistants. La voiture de patrouille s'éloigna, laissant un nuage de gaz d'échappement et l'écho d'un klaxon lointain.
Édouard resta sur le trottoir, regardant le papier froissé dans ses mains, un rapport qui ne valait absolument rien, une promesse vide de protection qui ne viendrait jamais. Sophia restait blottie sur le sol, portant toujours son manteau, mais maintenant elle pleurait à nouveau, un cri silencieux et désespéré de quelqu'un qui venait de voir confirmer qu'elle était complètement seule au monde. Édouard réalisa qu'il avait atteint un point de non-retour dans sa vie parfaitement organisée. Édouard resta immobile pendant de longues minutes, le rapport de police tremblant dans ses mains sous le vent froid de l'aube. Sophia avait cessé de pleurer, mais ses reniflements occasionnels tranchaient le silence comme des poignards dans sa conscience. Il essaya de rationaliser la situation, de trouver une issue logique qui n'impliquait pas de complications personnelles. Il pourrait lui laisser un peu d'argent et partir. Il pourrait appeler des organisations caritatives le matin. Il pourrait simplement remonter dans sa voiture et rentrer chez lui, laissant cette responsabilité aux autorités compétentes. Toutes ces options traversèrent son esprit, des solutions pratiques et sensées pour un homme qui avait toujours privilégié l'efficacité à l'émotion. Mais quand il regarda à nouveau Sophia, il vit qu'elle essayait de se lever avec difficulté, boitant légèrement. C'est alors seulement qu'Édouard remarqua que la fillette avait enlevé l'une de ses baskets, une chaussure déchirée et trop grande, et qu'il y avait du sang sur sa chaussette blanche, maintenant tachée de rouge. « Tu es blessée », dit-il en s'accroupissant à nouveau à côté d'elle. Sophia tenta de cacher son pied, visiblement embarrassée, mais Édouard avait déjà vu. « Laisse-moi voir. » Avec une douceur qui le surprit lui-même, il aida Sophia à s'asseoir sur le bord du trottoir et examina son pied blessé. Il y avait une coupure profonde sur la plante du pied, probablement causée par du verre brisé ou du métal tranchant dans les rues. La plaie était sale et commençait à s'infecter, un spectacle qui donna la nausée à Édouard. « Il faut nettoyer et soigner ça », dit-il plus pour lui-même que pour elle. Sophia le regarda avec un mélange de gratitude et de peur, comme si elle ne pouvait pas croire que quelqu'un se souciait de sa douleur. « Je ne peux pas aller à l'hôpital, murmura-t-elle. Ils m'emmèneront dans un endroit et le croque-mitaine me retrouvera. Il me trouve toujours. » Édouard sentit sa poitrine se serrer. La logique froide qui avait toujours gouverné ses décisions commençait à s'effriter devant la réalité brute de la situation. Il ne pouvait pas abandonner une enfant blessée et terrifiée dans la rue, même si cela signifiait compliquer sa vie ordonnée d'une manière qu'il ne pouvait même pas imaginer. « Sophia, dit-il d'une voix plus ferme, où as-tu dit que le croque-mitaine te trouve habituellement ?»« Partout, répondit-elle, les yeux à nouveau remplis de larmes. « Quand je dors dans le parc, il apparaît. Quand je reste sous le pont, il me trouve. C'est comme s'il savait toujours où je vais être. » Sa voix se brisa. « Je ne sais plus où aller, monsieur Édouard. J'ai tellement peur. » Édouard regarda autour de lui la rue déserte, calculant les risques et les possibilités. Sa demeure n'était qu'à 15 minutes, dans une communauté fermée avec une sécurité stricte. Ce serait un endroit sûr temporairement, le temps qu'il pense à une solution définitive. L'idée d'emmener une inconnue chez lui allait à l'encontre de tous ses instincts de conservation, mais quelque chose de plus fort parlait en lui. « Sophia, me ferais-tu confiance pour une nuit ?» demanda-t-il, se surprenant de ses propres mots. « J'ai une maison sécurisée avec de hauts portails et des gardes. Le croque-mitaine ne pourrait pas y entrer. » Les yeux de Sophia s'écarquillèrent, un mélange d'espoir et d'incrédulité brillant en eux. « Oh, vous me laisseriez rester chez vous ?» Sa voix était presque inaudible, comme si le fait de poser la question à voix haute pouvait rompre le charme de ce moment impossible. Édouard hocha la tête, se sentant comme s'il sautait d'une falaise sans savoir où il allait atterrir. « Juste pour une nuit, dit-il, à la fois pour elle et pour lui-même. Jusqu'à ce que je puisse trouver une meilleure solution, un endroit approprié pour que tu restes. » Sophia essaya de se relever, mais gémit de douleur en posant son pied blessé au sol. Sans réfléchir, Édouard la prit dans ses bras, surpris de sa légèreté. La fillette n'était que peau et os, une enfant qui n'avait manifestement pas reçu une alimentation adéquate depuis longtemps. « Ce n'est rien, murmura-t-il en la portant jusqu'à la voiture. « On va s'occuper de ce pied et tu pourras dormir sans peur, pour une nuit. » Alors qu'il installait Sophia sur la banquette arrière de la Mercedes, Édouard essaya de comprendre ce qu'il faisait. Pendant 40 ans, il avait mené une vie méticuleusement planifiée, où chaque décision était basée sur de minutieuses analyses coût-bénéfice. Maintenant, il emmenait une fillette inconnue chez lui, sur la base d'une impulsion émotionnelle qu'il ne pouvait pas comprendre. Sophia se blottit sur le siège en cuir, toujours enveloppée dans son manteau, regardant par la fenêtre avec une expression d'émerveillement. « Votre maison est loin d'ici, monsieur Édouard ?» demanda-t-elle d'une petite voix. « Pas très loin, répondit Édouard, mettant le chauffage à fond.
Et tu peux m'appeler Édouard. Quel est ton nom de famille, Sophia? Je ne sais pas, dit-elle simplement. La dame m'appelait toujours juste Sophia, et quand elle est morte, personne ne m'a dit mon nom complet. Édouard sentit un nœud dans sa gorge. Une enfant qui ne connaissait pas son propre nom de famille, qui n'avait pas de documents, qui n'existait pas officiellement pour le monde. La dimension de la vulnérabilité de Sophia le frappa comme une avalanche, lui faisant réaliser qu'une nuit chez lui ne serait que le début d'un problème bien plus vaste. Alors qu'il traversait les rues vides en direction de la communauté fermée, Édouard regarda dans le rétroviseur et vit Sophia lutter pour garder les yeux ouverts, épuisée mais toujours alerte, comme un animal blessé incapable de se détendre complètement même lorsqu'il trouve enfin un abri. Il était sur le point de découvrir que certaines décisions changent nos vies de manière irréversible. Le portail électronique de The Ridge at Stonebrook s'ouvrit en douceur, révélant des jardins impeccablement entretenus et des demeures illuminées par une discrète lumière jaune. Édouard fit un signe de la main au gardien de sécurité, qui le salua avec le respect habituel, mais il remarqua comment le front de l'homme se plissa en apercevant la petite passagère sur le siège arrière. Sophia était éveillée, pressée contre la vitre, observant avec de grands yeux ce monde qui semblait sorti d'un conte de fées. Les maisons énormes, les jardins parfaits, les rues propres, tout était si différent de la réalité cruelle des trottoirs où elle dormait qu'elle pouvait à peine croire que c'était réel. « C'est ici que vous vivez ?» demanda-t-elle, la voix pleine d'admiration, alors qu'Édouard s'arrêtait devant une demeure de 2 étages avec de grandes baies vitrées et une façade en pierre qui dégageait une élégance discrète. « Oui, » répondit Édouard, ressentant une étrange honte face à l'ostentation de sa maison contrastant avec la pauvreté absolue de la fillette. Pour la première fois depuis des années, il voyait sa propriété à travers les yeux de quelqu'un qui n'avait rien, et la disparité le dérangea profondément. Édouard aida Sophia à sortir de la voiture, la portant à nouveau lorsqu'elle essaya de s'appuyer sur son pied blessé. La fillette s'agrippa fermement à lui, comme si elle craignait que ce moment ne soit qu'un rêve dont elle se réveillerait bientôt dans la froideur de la rue. L'entrée de la maison était large et éclairée par un lustre en cristal qui faisait danser de petits arcs-en-ciel sur les murs. Sophia regarda tout avec une révérence presque religieuse, touchant délicatement les surfaces polies comme si elles étaient faites d'un matériau sacré. « D'abord, occupons-nous de ton pied, » dit Édouard, la conduisant à la salle d'eau près de l'entrée. Il n'avait pas utilisé cet espace depuis des années. Sa routine était si prévisible qu'il avait rarement besoin des pièces de réception de la maison. Avec précaution, il aida Sophia à s'asseoir sur le comptoir en marbre et alla chercher une trousse de premiers secours qu'il gardait dans le placard. Ses mains, habituées à signer des contrats de plusieurs millions de dollars, tremblaient légèrement alors qu'il nettoyait la plaie de la fillette avec de l'eau tiède et un antiseptique. Sophia se mordit la lèvre pour ne pas pleurer lorsque le liquide piqua la plaie, mais ses yeux se remplirent de larmes. « Ça fait mal » murmura-t-elle en s'agrippant au bord du comptoir. « Je sais, ma petite » dit doucement Édouard, un mot tendre qui sortit naturellement de ses lèvres pour la première fois depuis des décennies. « Mais il faut nettoyer pour que ça ne s'infecte pas. Tu as été très courageuse de supporter cette douleur jusqu'à maintenant. » En appliquant le pansement, Édouard observa les autres marques sur le corps maigre de Sophia. En plus des ecchymoses sur ses bras qu'il avait remarquées dans la rue, il y avait des égratignures sur ses jambes et un bleu jaunâtre sur son épaule qui indiquait une agression plus ancienne. Chaque marque était une preuve douloureuse que l'histoire de la fillette était réelle, que quelqu'un lui faisait systématiquement du mal. « Voilà, » dit-il en finissant le pansement. « Maintenant, tu as besoin de manger quelque chose et de te reposer. » Édouard fit une pause, réalisant qu'il n'avait aucune idée de comment s'occuper d'un enfant. Son réfrigérateur était pratiquement vide, il mangeait au bureau ou commandait des plats à emporter. Sa maison était un endroit pour dormir, pas pour vivre. Il conduisit Sophia à la cuisine, une pièce spacieuse et moderne, impeccablement propre car rarement utilisée. La fillette regarda les appareils en acier inoxydable comme s'il s'agissait de vaisseaux spatiaux, touchant le réfrigérateur à double porte avec admiration. « Tu as faim ?» demanda-t-il en ouvrant le réfrigérateur et en confirmant ses soupçons. Seulement de l'eau, quelques fruits qui commençaient à se gâter et des restes de nourriture chinoise de 3 jours. Sophia hocha timidement la tête. « Je n'ai pas mangé depuis hier matin », admit-elle, la honte évidente dans sa voix. « Une dame m'a donné du pain, mais le croque-mitaine est apparu et j'ai dû courir, j'ai tout laissé derrière moi. » Édouard sentit à nouveau son cœur se serrer. Il fouilla dans les placards et trouva une boîte de soupe aux légumes qu'il ne se souvenait même pas avoir achetée. Pendant qu'il chauffait la soupe au micro-ondes, l'un des rares appareils qu'il savait utiliser, il observa Sophia explorer la cuisine avec précaution, comme si elle avait peur de casser quelque chose.
Assieds-toi là, dit-il en indiquant un tabouret auprès de l'îlot central. Sofia grimpa avec difficulté, ménageant toujours son pied blessé, et attendit patiemment pendant qu'il préparait le repas de fortune. Quand il plaça le bol fumant devant elle, Sofia regarda la soupe comme si c'était un festin royal. Ses petites mains tenaient la cuillère avec une délicatesse exagérée, et elle mangeait lentement, savourant chaque cuillerée comme si c'était la dernière. « C'est bon ?» demanda Édouard, s'asseyant à côté d'elle sur un tabouret identique. C'était la première fois depuis des années qu'il partageait un repas avec quelqu'un, même si ce n'était que de la soupe en conserve avec une enfant trouvée dans la rue. « C'est délicieux », répondit Sofia avec une sincérité totale, un petit sourire authentique illuminant son visage pour la première fois depuis leur rencontre. « Merci, monsieur Édouard. Vous êtes la personne la plus gentille que j'ai jamais rencontrée. » Édouard déglutit difficilement, ne sachant comment répondre à une telle gratitude pour un geste si simple. Il commençait à réaliser à quel point il s'était déconnecté de l'humanité de base, à quel point il était devenu insensible aux besoins les plus fondamentaux des gens. Après la soupe, Sofia bâilla à plusieurs reprises, l'épuisement l'emportant enfin sur l'adrénaline de la peur. Édouard réalisa qu'il devait lui trouver un endroit pour dormir, mais toutes les chambres d'amis étaient fermées depuis des années, avec le linge de maison rangé et les meubles couverts. « Tu peux dormir sur le canapé du salon ce soir », dit-il en la conduisant au salon principal. C'était un canapé en cuir blanc et moelleux, plus grand que beaucoup de lits. Mais Sofia le regarda avec hésitation. « Je peux vraiment dormir ici ?» demanda-t-elle, comme si elle ne pouvait pas croire à sa chance. « Et le croque-mitaine ne pourra pas entrer. » Édouard activa le système de sécurité de la maison, montrant à Sofia les lumières vertes qui indiquaient que toutes les portes et fenêtres étaient sécurisées. « Tu vois ces lumières ? Elles signifient que la maison est complètement sûre. Personne ne peut entrer sans que je le sache. » Pour la première fois depuis qu'il l'avait trouvée, Édouard vit Sofia se détendre complètement. Ses petites épaules s'affaissèrent, la tension quitta son visage, et elle s'allongea sur le canapé avec un profond soupir de soulagement. « Bonne nuit, monsieur Édouard », murmura-t-elle, déjà à moitié endormie. « Merci de m'avoir sauvé. » Édouard resta dans le salon, regardant la fillette s'endormir sous le plaid qu'il avait apporté de sa chambre. Pour la première fois en 20 ans, sa maison silencieuse ne ressemblait pas à un mausolée, mais à un foyer où quelqu'un pouvait enfin se reposer en paix. Édouard se réveilla à 5h30 du matin, comme il l'avait toujours fait depuis 20 ans. Mais pour la première fois, sa routine matinale fut interrompue par un bruit étrange provenant du salon. C'étaient des sanglots étouffés, presque imperceptibles, mais ils déchiraient le silence de la maison comme une sirène d'urgence. Il se précipita en bas, toujours en pyjama, et trouva Sofia éveillée sur le canapé, recroquevillée en boule et tremblant violemment. Ses yeux étaient grands ouverts de terreur, fixés sur la fenêtre du salon comme si elle voyait quelque chose d'horrible de l'autre côté de la vitre. « Sofia, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il en s'approchant lentement pour ne pas l'effrayer davantage. La fillette se tourna vers lui, les larmes coulant sur son visage, et Édouard réalisa qu'elle avait mouillé le canapé, un accident qui la mortifiait clairement. « J'ai fait un cauchemar », murmura-t-elle, la voix étranglée. « J'ai rêvé que le croque-mitaine avait cassé la fenêtre et m'emmenait. Je suis désolé, j'ai sali votre beau canapé, monsieur Édouard. Je ne voulais pas, je le jure. » Édouard sentit son cœur se serrer devant le désespoir de la fillette pour un accident parfaitement compréhensible chez une enfant traumatisée. Il s'assit à côté d'elle sur le canapé, sans se soucier de l'humidité, et pour la première fois depuis des décennies, offrit une étreinte spontanée. « Ce n'est pas grave du tout, Sofia, » dit-il doucement, sentant comment elle s'agrippait à lui avec une force désespérée. « Ce n'était qu'un cauchemar. Tu es en sécurité ici. Je te le promets. Et le canapé peut être nettoyé, ne t'en fais pas. » En réconfortant Sofia, Édouard réalisa quelque chose qui le troubla profondément, il aimait qu'on ait besoin de lui. Des décennies de solitude auto-imposée avaient créé un vide dans sa vie dont il n'avait même pas réalisé l'existence jusqu'à ce moment, où une enfant effrayée avait besoin de son réconfort. « Que dirais-tu de prendre un bain et ensuite je préparerai le petit déjeuner ?» suggéra-t-il, essayant d'apporter un peu de normalité à la situation. Sofia le regarda avec de grands yeux, comme si l'idée d'un bain chaud était un luxe inimaginable. Édouard la conduisit à la salle de bain du rez-de-chaussée, une pièce spacieuse avec une baignoire à remous qu'il n'utilisait jamais. Pendant que la baignoire se remplissait d'eau chaude, il chercha des serviettes propres et réalisa qu'il n'avait aucun vêtement adapté à un enfant. « Je te prêterai un de mes t-shirts à porter après ton bain, » dit-il, remarquant comment Sofia touchait l'eau avec révérence,
testant la température comme si elle ne pouvait pas croire que c'était réel. « Je peux vraiment prendre un bain dans la baignoire ?» demanda-t-elle, la voix pleine d'admiration. « Je n'ai jamais pris de bain dans une baignoire avant, seulement dans les douches du centre communautaire, parfois, quand le personnel nous laissait. » Édouard sentit un nœud dans sa gorge en réalisant combien d'expériences d'enfance de base Sophia avait manqué. « Bien sûr que tu peux. Utilise tout le savon que tu veux, toute l'eau chaude dont tu as besoin. Je vais préparer le petit déjeuner pendant que tu es dedans. » Dans la cuisine, Édouard fit face à un autre défi, il ne savait pas cuisiner. Son régime alimentaire se composait de déjeuner d'affaires au travail et de livraison de nourriture à la maison. Il ouvrit tous les placards, ne trouvant que des céréales périmées et une boîte de crackers dont il ne se souvenait même pas avoir acheté. Il décida d'appeler un service de livraison d'épicerie, commandant des articles de petit déjeuner de base, pain, fruits, lait, œufs, yaourt. Interrogé sur l'urgence de la livraison, il n'était que 6h30 du matin et Édouard expliqua que c'était une urgence familiale, se surprenant de la naturalité avec laquelle il parlait de Sophia de cette façon. En attendant la livraison, il monta vérifier Sophia. Il la trouva toujours dans la baignoire, jouant avec des bulles de savon avec un sourire sincère qui transforma complètement son visage. C'était la première fois qu'il la voyait vraiment heureuse, et cette vue toucha Édouard d'une manière qu'il ne pouvait expliquer. « Monsieur Édouard » appela-t-elle en le voyant à la porte. « Regardez combien de bulles. On dirait un château de mousse. » Sa joie enfantine était contagieuse, et Édouard se surprit à sourire, un vrai sourire, pas celui, expéditif, qu'il utilisait dans les réunions d'affaires. « Très joli, » dit-il en s'asseyant par terre dans la salle de bain pour parler avec elle. « Tu te sens mieux ?» Sophia hocha vigoureusement la tête. « Beaucoup mieux. L'eau chaude a fait que mon corps a cessé de me faire mal, et le savon sent comme les fleurs. » Elle arrêta de jouer et le regarda sérieusement. « Monsieur Édouard, pourquoi êtes-vous si bon avec moi ? Personne n'a jamais été comme ça. » La question le prit au dépourvu. Édouard ne savait pas quoi répondre, car il ne comprenait pas entièrement ses propres motivations. « Parce que tu as besoin d'aide, » dit-il finalement. « Et je peux aider. » « Mais je ne suis pas de votre famille, » continua Sophia avec la logique simple et dévastatrice des enfants. « Et je n'ai pas d'argent pour vous payer. Pourquoi m'avez-vous amené dans votre belle maison ?» Édouard resta silencieux quelques instants, traitant la question. Après des décennies à vivre uniquement pour accumuler des richesses et du pouvoir, une enfant de 6 ans remettait en question les fondements des valeurs de sa vie. « Parfois, » dit-il lentement, « on fait ce qui est juste simplement parce que c'est juste, pas parce qu'on attend quelque chose en retour. Tu me l'as rappelé hier soir. » Sophia sourit, apparemment satisfaite de la réponse, et retourna jouer avec les bulles. Édouard resta là, regardant une enfant découvrir la joie dans les choses simples et réalisant qu'il apprenait le bonheur de quelqu'un qui avait presque tout perdu. Quand la nourriture arriva, Édouard aida Sophia à s'habiller avec un de ses t-shirts, qui lui allait comme une robe, et ils descendirent ensemble à la cuisine. Préparer le petit déjeuner devint une aventure partagée, Sophia le guidant sur la façon de casser les œufs sans mettre de morceaux de coquille dans la poêle. « Vous n'avez jamais cuisiné avant ?» demanda-t-elle, sincèrement curieuse, en le regardant se débattre avec une omelette qui ressemblait plus à des œufs brouillés difformes. « Je n'en ai jamais eu le besoin, » admit Édouard, réalisant à quel point sa réponse sonnait étrange, même pour lui. Une vie entière sans jamais préparer un simple repas pour lui-même ou pour quelqu'un de spécial. « La dame m'a appris à cuisiner quelques trucs, » dit Sophia en prenant le contrôle de la poêle avec une compétence qui surprit Édouard. Elle disait toujours, tout le monde doit savoir cuisiner pour ne pas mourir de faim. En regardant Sophia cuisiner avec des gestes confiants malgré son jeune âge, Édouard réalisa que cet enfant avait été forcé de grandir trop vite, assumant des responsabilités qu'aucun enfant ne devrait avoir. Alors qu'il mangeait l'omelette que Sophia avait réussi à sauver, Édouard réalisa qu'une seule nuit avait profondément changé sa perspective sur tout ce qu'il considérait comme important dans la vie. Édouard se préparait à partir au travail quand Sophia lui attrapa fermement la main, les yeux remplis de panique. C'était lundi, et après un week-end entier dans la sécurité de la demeure, la fillette avait commencé à se détendre, mais l'idée d'être seule la terrifiait à nouveau. « Vous revenez ?» demanda-t-elle d'une petite voix, s'accrochant à sa jambe comme à une bouée de sauvetage. « Le croque-mitaine ne viendra pas pendant que vous êtes parti, n'est-ce pas ?» Édouard s'accroupit à sa hauteur, réalisant qu'il n'avait pas réfléchi à ce qu'il ferait de Sophia pendant la journée. Au cours des 3 derniers jours, il avait improvisé, annulant certaines réunions et travaillant de la maison, mais il ne pouvait pas maintenir cette routine indéfiniment sans éveiller les soupçons.
Je serai de retour avant la nuit, promis-il. Et la maison sera fermée à clé avec l'alarme. Tu seras en sécurité ici. Mais même en disant cela, Édouard pouvait voir que Sophia n'était pas convaincue. Le traumatisme lui avait appris que la sécurité était toujours temporaire. Et si je venais avec vous, suggéra timidement Sophia. Je peux rester tranquille dans votre bureau. Je promets que je ne dérangerai personne. Édouard réfléchit un instant à la proposition. Emmener une enfant au bureau créerait 1000 questions auxquelles il ne savait pas répondre, mais l'alternative de la laisser seule et terrifiée semblait pire. D'accord, dit-il finalement. Mais tu devras rester dans mon bureau pendant que je travaille. Le trajet jusqu'au bureau fut une révélation pour Sophia. Assise sur le siège avant pour la première fois, elle regardait la ville se réveiller avec une curiosité infinie, posant des questions sur tout ce qu'elle voyait. Édouard, habitué à faire le trajet en pilote automatique, commença à voir la ville à travers ses yeux. « Pourquoi ces gens dorment-ils dans la rue s'il fait froid ?» demanda-t-elle en passant devant un groupe de sans-abri. La simple question frappa Édouard comme un coup de poing, le forçant à affronter une réalité qu'il avait toujours commodément ignorée. Au bureau, Édouard fit sensation en arrivant accompagné d'une enfant. Sa secrétaire, Marcha, une femme efficace d'une 50aine d'années qui travaillait avec lui depuis une décennie, faillit s'étouffer avec son café en les voyant entrer ensemble. « Bonjour, monsieur Miller, dit-elle, essayant de garder son sang-froid professionnel tout en regardant curieusement Sophia. « Voici Sophia, dit simplement Édouard. Elle restera dans mon bureau aujourd'hui. Veuillez annuler la réunion de 10 heures et la reporter à demain. » Marcha hocha la tête, mais Édouard pouvait voir la confusion dans ses yeux. En 10 ans de collaboration, il n'avait jamais amené personne de personnel au bureau, encore moins un enfant. Sa vie privée était un mystère complet pour tous les employés. Dans le bureau, Édouard installa Sophia dans un fauteuil avec quelques livres qu'il avait demandé à Marcha d'acheter à la librairie du hall. La fillette se comporta de manière exemplaire, dessinant et lisant tranquillement pendant qu'il travaillait. Mais Édouard réalisa qu'il ne pouvait pas se concentrer comme d'habitude. Il se surprenait constamment à la regarder, vérifiant si tout allait bien. C'est pendant l'après-midi que tout changea. Édouard était en visioconférence avec des investisseurs japonais quand il entendit Sophia halter bruyamment. Il la regarda et vit que la fillette était pâle, tremblante, et pointait du doigt la baie vitrée qui donnait sur le couloir de l'entreprise. « C'est lui », murmura Sophia, sa voix chargée d'une terreur absolue. « C'est le croque-mitaine. Il m'a trouvé. » Édouard suivit le regard de Sophia et sentit son sang se glacer. De l'autre côté de la vitre, debout dans le couloir et les regardant droit dans les yeux, se tenait Richard Vance, son associé depuis 15 ans et le vice-président de l'entreprise. L'homme qui avait aidé à construire cet empire commercial, qui connaissait tous ses secrets professionnels, qui avait dîné chez lui des dizaines de fois. Richard souriait, non pas du sourire professionnel qu'il utilisait en réunion, mais de quelque chose de bien plus sinistre. Quand il réalisa qu'Édouard l'avait vu, il fit un geste subtil de la main, comme pour saluer Sophia, puis pointa sa montre, comme pour fixer un rendez-vous. Édouard mit fin brusquement à la visioconférence, ignorant les protestations confuses des investisseurs japonais. Son monde venait de s'effondrer complètement. L'homme en qui il avait confiance professionnellement, qui avait accès à tous les aspects de sa vie professionnelle, était le monstre qui harcelait Sophia. « Monsieur Édouard », pleura doucement Sophia, « je vous avais dit qu'il me trouvait toujours. Il travaille ici. » Édouard se leva de sa chaise, les jambes chancelantes, essayant de traiter les implications dévastatrices de cette révélation. Richard non seulement connaissait Sophia, mais il avait découvert où elle se cachait. Pire encore, en tant qu'associé de l'entreprise, il avait accès aux informations sur la vie personnelle d'Édouard, y compris son adresse personnelle. « Sophia, dit-il, sa voix contrôlée mais son cœur battant à tout rompre, j'ai besoin que tu me dises tout sur le croque-mitaine. Chaque détail dont tu peux te souvenir. » La fillette se recroquevilla dans le fauteuil mais commença à parler d'une voix tremblante. « Il a une petite cicatrice sur la main droite. Il parle doucement quand il me fait mal, et il sent toujours le cigare cher. Il a dit une fois qu'il connaissait des gens importants et que si je le disais à quelqu'un, personne ne me croirait. » Chaque détail correspondait parfaitement à Richard. La cicatrice de l'opération qu'il avait subie l'année précédente, l'habitude de parler doucement lors des négociations tendues, les cigares cubains qu'il fumait. Édouard se sentit nauséeux, réalisant combien de fois il avait serré la main de cet homme, combien de fois il lui avait confié des décisions importantes. À ce moment, la porte du bureau s'ouvrit et Richard entra sans frapper, comme il le faisait toujours.
Son sourire était cordial, mais ses yeux contenaient une lueur dangereuse qu'Édouard n'avait jamais remarquée auparavant. « Édouard, mon ami », dit Richard de la voix douce que Sophia avait décrite. « Quelle agréable surprise de vous trouver tous les deux ici. Je ne savais pas que tu avais des intérêts familiaux. » Sophia se cacha derrière le fauteuil d'Édouard, tremblant violemment, et Richard l'observa avec une satisfaction non dissimulée. Édouard sentit une fureur primale monter dans sa poitrine, l'instinct protecteur qu'il ne s'était jamais connu. « Richard, dit-il d'une voix froide, je pense que tu ferais mieux de quitter mon bureau, maintenant. » Richard gloussa doucement, un son qui fit frissonner Édouard. « Bien sûr, bien sûr. Mais peut-être devrions-nous parler en privé plus tard. Je suis sûr que nous avons beaucoup de choses à discuter, sur les responsabilités familiales. » La menace voilée était claire. Richard savait qu'Édouard avait découvert son secret, mais il savait aussi qu'il avait du pouvoir sur lui. En tant qu'associé de l'entreprise, il pouvait détruire tout ce qu'Édouard avait construit. Quand Richard partit, Édouard réalisa qu'il était arrivé au moment le plus crucial de sa vie, choisir entre préserver son empire commercial ou protéger une enfant innocente. Et pour la première fois en 40 ans, le choix était absurdement facile. Édouard passa le reste de l'après-midi dans un état de choc, feignant la normalité pendant que son esprit travaillait fébrilement pour traiter la nouvelle réalité. Sophia resta collée à lui, refusant de rester seule ne serait-ce qu'une minute, et il n'eut pas le cœur de la forcer à s'éloigner. Quand ils quittèrent enfin le bureau à 18 h, Édouard conduisit en silence, vérifiant constamment le rétroviseur pour s'assurer qu'il n'était pas suivi. Sophia remarqua sa tension et se tassa sur le siège, comme si elle craignait que sa présence ne soit la cause de tous les problèmes. « Monsieur Édouard, dit-elle d'une petite voix en arrivant à la demeure, je peux partir si vous voulez. Je ne voulais pas que le croque-mitaine sache où vous étiez. Maintenant, il va vous faire du mal à vous aussi. » Édouard arrêta la voiture dans le garage et se tourna pour la regarder, voyant des larmes couler sur les joues de la fillette. « Sophia, écoute-moi bien. Rien de tout cela n'est de ta faute. Tu n'as rien fait de mal. Le seul coupable ici, c'est l'homme qui t'a fait du mal. » Mais même en réconfortant Sophia, Édouard sentait le poids de la situation peser sur ses épaules. Richard n'était pas n'importe quel prédateur, il était son associé, connaissait tous ses secrets d'affaires, avait accès à ses comptes, savait où il vivait. La situation était infiniment plus complexe qu'il ne l'avait imaginé. À l'intérieur de la maison, Édouard servit le dîner en silence, son esprit parcourant les scénarios possibles. Il pourrait essayer de rassembler des preuves contre Richard, mais comment ? La parole de qui serait prise en compte, celle d'une enfant sans abri contre celle d'un homme d'affaires respecté ? Il pourrait le confronter directement, mais cela mettrait Sophia en danger encore plus grand. « Vous ne mangez pas », observa Sophia, poussant un morceau de poulet dans son assiette. « Vous êtes inquiet pour moi ?» Édouard regarda la fillette, maigre, effrayée, mais faisant preuve d'une maturité dévastatrice en s'inquiétant pour lui alors qu'elle était la seule en danger. « Je réfléchis à la façon de te protéger, » admit-il. Sophia hocha gravement la tête. « Le croque-mitaine est très malin. Il arrive toujours à me trouver, peu importe où je me cache. Et maintenant, il sait que vous m'aidez. » Elle arrêta de manger et le fixa avec des yeux trop sérieux pour une enfant. « Il va essayer de vous faire du mal, pour me faire encore plus mal. » La simplicité avec laquelle Sophia analysait la situation frappa Édouard comme un éclair. Elle comprenait la dynamique du pouvoir et de la manipulation mieux que beaucoup d'adultes, car elle avait personnellement vécu les conséquences de la cruauté humaine. Cette nuit-là, Édouard installa Sophia dans la chambre d'amis qu'il avait spécialement préparée pour elle, mais il remarqua que la fillette ne pouvait pas se détendre comme les jours précédents. Elle sursautait à chaque bruit, demandait à plusieurs reprises si les portes étaient verrouillées, vérifiait constamment les fenêtres. « Il va venir ici ce soir », dit-elle avec une certitude absolue quand Édouard vint lui dire bonne nuit. Il n'aime pas que les enfants soient loin de lui trop longtemps. Il se met en colère. Édouard s'assit sur le bord du lit, choisissant ses mots avec soin. « Sophia, peux-tu me dire comment il te trouvait avant ? Comment savait-il où tu étais ?» Sophia se blottit sous les couvertures, mais commença à parler. « Parfois, je le voyais dans sa voiture, conduisant lentement dans les rues où je dormais. D'autres fois, il apparaissait aux endroits où je demandais de la nourriture. Une fois, il a dit qu'il avait des amis qui lui disaient quand il me voyait. » Édouard sentit un frisson lui parcourir l'échine. Richard avait un réseau d'informateurs, des gens qui lui signalaient les déplacements de Sophia. Cela expliquait comment il parvenait systématiquement à la trouver et suggérait un niveau d'organisation et de préméditation qui rendait la situation encore plus sinistre.
Est-ce qu'il faisait ça à d'autres enfants aussi? Demanda Édouard, bien qu'il se doutât déjà de la réponse. Sophia hocha tristement la tête. Il y avait une fille plus âgée, Julia. Elle a essayé de me protéger une fois, mais ensuite elle a disparu. Le croque-mitaine a dit qu'elle était partie dans un endroit lointain, où vont les enfants désobéissants. La peur dans la voix de Sophia en racontant cela fit comprendre à Édouard que Richard avait probablement menacé d'autres enfants pour les réduire au silence. Après que Sophia se soit enfin endormie, Édouard descendit dans son bureau à domicile et passa des heures à chercher en ligne des informations sur Richard Vance. Il chercha toute mention de scandale, de procès, de comportement suspect. Il ne trouva que des éloges, des articles sur sa philanthropie, son implication dans des organisations caritatives, des prix pour sa responsabilité sociale. L'ironie était nauséabonde. L'homme qui torturait des enfants vulnérables était publiquement reconnu comme un défenseur des droits de l'enfant. À 2 heures du matin, le système de sécurité de la maison envoya une alerte discrète sur le téléphone d'Édouard. Quelqu'un testait le portail d'entrée. Les caméras de sécurité montraient une silhouette sombre faisant le tour du périmètre de la propriété, vérifiant les points d'entrée possibles. Édouard se précipita dans la chambre de Sophia et la trouva éveillée, assise dans son lit, les genoux serrés contre sa poitrine. « Il est là », murmura-t-elle, les yeux brillants de terreur dans l'obscurité. « Je vous avais dit qu'il viendrait. » Par la fenêtre de la chambre, Édouard pouvait voir une silhouette debout de l'autre côté de la rue, observant la maison. Même dans l'obscurité, il reconnut la posture de Richard. L'homme envoyait un message clair. Peu importe le nombre de mesures de sécurité qu'Édouard prendrait, il trouverait toujours un moyen d'atteindre Sophia. « Monsieur Édouard » appela Sophia d'une voix faible, « peut-être que je devrais partir. Il n'arrêtera jamais de me chercher, et maintenant il sait que vous m'aidez. Je ne veux pas qu'il vous arrive du mal à cause de moi. » Édouard regarda la courageuse fillette qui était prête à se sacrifier pour le protéger et réalisa qu'il était arrivé au point où il devait prendre une décision définitive. Il ne pouvait plus prétendre que c'était temporaire, qu'il trouverait une solution facile qui ne lui coûterait rien. « Sophia, dit-il avec une détermination qui le surprit même lui, je te promets que tu n'auras plus jamais à fuir. Quoi que je doive faire. » C'était une promesse qui changerait leur vie pour toujours, et Édouard était prêt à payer n'importe quel prix pour la tenir. Le lendemain matin, Édouard prit une décision qui aurait été impensable une semaine plus tôt. Il manqua le travail pour la première fois en 15 ans. Il appela Marcha, inventant une excuse de problèmes familiaux urgents, et passa la journée à élaborer un plan pour démasquer Richard une fois pour toutes. Sophia l'observait depuis la table de la cuisine, mangeant ses céréales en silence, mais Édouard pouvait sentir le poids de son regard inquiet. La fillette avait appris à lire les émotions des adultes par pure survie, et elle savait que quelque chose d'important se décidait. « Monsieur Édouard, dit-elle finalement, vous préparez quelque chose de dangereux, n'est-ce pas ?» Sa voix portait une sagesse déchirante, celle d'une enfant de 6 ans qui comprenait instinctivement les risques que les adultes prenaient pour elle. Édouard arrêta d'écrire dans son carnet et la regarda. « Sophia, je dois te poser une question très importante, et j'ai besoin que tu sois complètement honnête avec moi, d'accord ?» Sophia hocha gravement la tête, posant sa cuillère et lui accordant toute son attention. « Serais-tu assez courageuse pour aider à empêcher le croque-mitaine de faire du mal à d'autres enfants comme toi ?» Édouard savait qu'il en demandait beaucoup à une fillette traumatisée, mais il savait aussi que Sophia était plus forte et plus résiliente qu'elle n'en avait l'air. Les yeux de Sophia se remplirent de larmes, mais sa voix sortit ferme. « Si ça veut dire qu'il ne fera plus jamais de mal à personne, je ferai n'importe quoi. Même retourner près de lui une dernière fois. » Le courage de la fillette impressionna profondément Édouard. « Non, Sophia. Tu ne seras plus jamais seule avec lui. Mais j'ai besoin que tu m'aides à prouver aux autres qu'il est dangereux. » Édouard expliqua son plan avec soin. Il retournerait au bureau, mais cette fois, Édouard laisserait Sophia dans son bureau avec la porte entrouverte et activerait le système d'enregistrement qu'il utilisait pour les visioconférences importantes. Quand Richard apparaîtrait inévitablement pour proférer ses menaces voilées, tout serait enregistré. « Mais s'il se rend compte qu'il est enregistré ?» demanda Sophia, faisant preuve d'une perspicacité qui surprit Édouard. « C'est pour ça que j'ai besoin que tu fasses comme si tu avais très peur, » expliqua-t-il. Il sera tellement concentré à t'intimider qu'il ne remarquera pas la caméra. Édouard fit une pause, observant l'expression déterminée de Sophia. « Mais si tu ne veux pas faire ça, nous trouverons un autre moyen. » Sophia secoua fermement la tête. « Je veux le faire. Mais si ça tourne mal ? S'il arrive à m'emmener ?» Édouard s'agenouilla devant elle, tenant ses petites mains. «
ça n'arrivera jamais. Je serai à quelques mètres de toi tout le temps, et j'ai déjà engagé une sécurité privée. Au premier signe de danger réel, j'arrête tout. 2 heures plus tard, ils étaient de retour au bureau. Édouard positionna Sophia dans son bureau exactement comme il l'avait prévu, avec la caméra discrètement activée et pointée vers la zone où Richard se tiendrait probablement. Cela ne tarda pas. Comme Édouard l'avait prédit, Richard apparut à la porte du bureau moins de 30 minutes plus tard, avec ce sourire qu'Édouard reconnaissait maintenant comme purement prédateur. « Édouard, mon vieil ami », dit Richard en entrant sans y être invité et en fermant la porte derrière lui. « Je vois que notre petit invité est revenu. Ravi de te revoir, Sophia. » Sophia se recroquevilla derrière le bureau d'Édouard, tremblant visiblement, mais gardant les yeux fixés sur Richard comme Édouard le lui avait demandé. La caméra capta parfaitement le changement d'expression de Richard lorsqu'il regarda la fillette, son masque civilisé tombant complètement pour révéler quelque chose de cruel et d'affamé. « Richard, » dit Édouard d'une voix contrôlée, « je crois que toi et Sophia vous connaissez déjà. » Richard gloussa doucement en s'approchant du bureau où Sophia était cachée. « Oh oui, Sophia et moi sommes de vieilles connaissances, n'est-ce pas, ma chère ? Nous avons eu de nombreuses conversations intéressantes. » Sophia gémit doucement, un son de terreur authentique qui fit serrer les poings à Édouard. Mais il garda son sang-froid, sachant qu'il devait laisser Richard s'incriminer complètement. « Des conversations sur quoi ?» demanda Édouard, feignant une curiosité désinvolte. Richard se tourna vers lui, les yeux brillants de malice. « Sur le comportement, Édouard. Sur les conséquences de raconter des histoires à des gens qui ne devraient pas se mêler d'affaires qui ne les concernent pas. » Il s'accroupit au niveau de Sophia, et Édouard vit la fillette trembler encore plus. « N'est-ce pas, Sophia ? Nos conversations ont toujours été très éducatives. Surtout celles sur ce qui arrive aux filles qui ne savent pas tenir leur langue. »« Laisse-la tranquille, Richard, » dit Édouard, sa voix portant une menace à peine voilée. Richard se releva lentement, son sourire devenant encore plus sinistre. « Ou quoi, Édouard ? Tu vas appeler la police ? Raconter ça à quelqu'un qui croira une fille sans abri plutôt qu'un homme d'affaires respecté ?» Il se dirigea vers la fenêtre, regardant la ville en contrebas, les mains dans les poches. « Tu sais, Édouard, je me suis bâti une réputation très solide dans cette ville. Des prix pour la philanthropie, la reconnaissance pour le travail social. Qui penses-tu que les gens vont croire ?» Édouard sentit son sang bouillir, mais il se força à continuer la mascarade. « Et si quelqu'un décidait d'enquêter plus profondément ?» « Enquêter sur quoi ?» rit Richard. « Les accidents qui arrivent aux enfants dans la rue ? Ceux qui disparaissent simplement quand ils deviennent trop problématiques ?» Il regarda directement Sophia. « Savais-tu, Édouard, que beaucoup de ces enfants fuient la ville quand ils réalisent qu'ils causent des problèmes à des gens généreux qui essaient de les aider ?» La menace était claire et terrifiante. Richard disait qu'il ferait disparaître Sophia si Édouard continuait à s'ingérer. « Mais peut-être, » continua Richard en s'approchant à nouveau du bureau, « pouvons-nous trouver un accord ? Tu arrêtes de te mêler de ce qui ne te regarde pas, et moi, eh bien, je peux être très généreux avec les gens qui coopèrent. » Édouard vit Sophia le regarder avec des yeux remplis de larmes, mais il vit aussi quelque chose de plus, de la détermination. La fillette était incroyablement courageuse, tenant bon malgré la terreur évidente qu'elle ressentait. « Quel genre d'accord ? » demanda Édouard, bien qu'il sût déjà qu'il n'accepterait jamais aucune proposition qui mettrait Sophia en danger. Richard sourit, pensant avoir gagné. « Simple. Tu oublies que Sophia existe, et je garantis que ta participation dans notre entreprise continue d'être lucrative. Après tout, ce serait dommage que nos investisseurs découvrent certaines irrégularités financières. » Édouard sentit le sol se dérober sous ses pieds. Richard menaçait non seulement d'exposer de prétendues irrégularités, mais probablement de fabriquer de fausses preuves pour détruire sa réputation. Mais en regardant Sophia, en voyant le courage de cette petite enfant affrontant sa plus grande peur pour protéger d'autres enfants, Édouard sut que son choix avait été fait depuis longtemps. « Tu sais quoi, Richard ?» dit-il en se levant de sa chaise. « Je ne pense pas que nous ayons quoi que ce soit à discuter. » Le silence qui suivit les paroles d'Édouard était chargé d'une tension électrique. Richard le fixa quelques secondes, réalisant que son chantage avait été rejeté, et Édouard vit quelque chose de dangereux briller dans ses yeux. « Édouard, » dit Richard d'une voix dangereusement basse, « j'espère que tu es sûr de ce que tu fais. Parce qu'une fois que tu choisis cette voie, il n'y a pas de retour en arrière. » Édouard se plaça entre Richard et Sophia, son corps formant une barrière protectrice. « Je suis absolument sûr. Et je te suggère de quitter mon bureau, maintenant. »
Richard rit, mais c'était un son sans humour, chargé de malice. Très bien. Mais souviens-toi, Édouard, je connais tous tes secrets. Je connais chaque transaction suspecte, chaque faveur politique, chaque raccourci que tu as pris pour construire cet empire. Il fit un geste vers le bureau luxueux. Dans 48 heures, tu n'auras plus rien de tout ça. Soit, répondit Édouard avec un calme qui le surprit même lui. Certaines choses sont plus importantes que l'argent. L'expression de Richard changea complètement. Le masque de civilité disparut, révélant une froideur reptilienne qui fit pousser un gémissement de terreur à Sophia de derrière le bureau. « Et toi, petite Sophia, dit Richard, ignorant Édouard et s'adressant directement à la fillette, tu penses que tu seras en sécurité pour toujours derrière ton protecteur? Tu penses que je ne sais pas où vous vivez tous les deux, où vous allez, ce que vous faites? » Sophia se leva lentement, ses petites jambes tremblant, mais sa voix sortit étonnamment ferme. « Je n'ai plus peur de vous. Monsieur Édouard me protège. » Richard fit un pas vers elle, mais Édouard lui barra immédiatement le chemin. « Ne t'approche plus d'elle. »« Ou quoi ?» le défia Richard, s'approchant si près qu'Édouard pouvait sentir son souffle. « Tu vas me frapper devant la fille? Quel exemple édifiant !» Édouard réalisa que Richard essayait de le provoquer à faire quelque chose qui pourrait être utilisé contre lui plus tard. Avec un effort surhumain, il garda son sang-froid et dit simplement « Marcha, appelez la sécurité, s'il vous plaît. » La voix de sa secrétaire se fit entendre par l'interphone. « Oui, monsieur Miller. Ils sont en route. » Richard recula d'un pas, mais son sourire devint encore plus sinistre. « La sécurité. C'est adorable. Mais ils ne peuvent pas te protéger 24 heures sur 24, Édouard. Et ils ne peuvent certainement pas protéger une fille qui aime se promener en ville. » La menace était claire et précise. Richard disait qu'il ferait quelque chose à Sophia quand elle ne serait pas protégée par les gardes de sécurité. « Monsieur Vance ?» Deux voix se firent entendre derrière la porte. La sécurité de l'entreprise était arrivée. Richard ajusta sa cravate et retrouva son sang-froid professionnel avec une rapidité déconcertante. « Ne vous inquiétez pas, messieurs, je partais justement. » Il regarda Édouard une dernière fois. « On se voit demain à la réunion du conseil d'administration, associé. J'ai quelques propositions intéressantes à présenter. » Après le départ de Richard, Édouard se précipita vers Sophia, qui s'était effondrée sur la chaise, tremblant violemment. « C'est fini, ma petite. Tu as été incroyablement courageuse. »« Il va vous faire quelque chose de mal, » murmura Sophia en s'accrochant à la chemise d'Édouard. Je l'ai entendu dans sa voix. Il va essayer de vous faire du mal pour me faire du mal. Édouard serra la fillette dans ses bras, réalisant qu'elle avait perçu des nuances de la menace que lui-même n'avait peut-être pas entièrement saisies. Sophia avait développé un instinct aiguisé pour détecter le danger, une compétence qu'aucun enfant ne devrait jamais avoir besoin d'acquérir. « Sophia, je dois te demander quelque chose de très important, » dit-il en s'accroupissant à son niveau. « Serais-tu capable de reconnaître la voix du croque-mitaine si tu entendais un enregistrement ?» Sophia hocha vigoureusement la tête. « Bien sûr. Je n'oublierai jamais cette voix. » « Pourquoi ?» Édouard sourit pour la première fois depuis des jours. « Parce que j'ai enregistré toute la conversation que nous venons d'avoir. Nous avons une preuve, maintenant. » Mais même en expliquant cela à Sophia, Édouard savait que la vraie bataille ne faisait que commencer. Richard n'était pas seulement un prédateur, c'était un prédateur intelligent avec des ressources et de l'influence. Il ne serait pas facilement vaincu. Cet après-midi-là, Édouard reçut 3 appels inquiétants. Le premier provenait d'un client important qui annulait un contrat d'1 million de dollars en raison de préoccupations concernant la stabilité de l'entreprise. Le second venait d'une banque qui remettait en question d'anciennes transactions et demandait des documents supplémentaires. Le troisième était d'un journaliste qui posait des questions sur des rumeurs d'irrégularités financières dans l'entreprise. « Ça a commencé », murmura Édouard pour lui-même en raccrochant pour la 3e fois. Sophia dessinait sur une table voisine, mais Édouard savait qu'elle prêtait attention à tout. Quand il soupira profondément, elle leva les yeux de son papier. « Il essaie de vous faire du mal comme il fait du mal aux enfants », observa-t-elle avec sa sagesse dévastatrice. « En faisant croire aux gens de mauvaises choses sur vous. » Édouard hocha la tête, impressionné une fois de plus par la capacité de Sophia à comprendre les dynamiques complexes de pouvoir et de manipulation. « Exactement. Mais nous n'allons pas laisser faire ça. »« Qu'est-ce qu'on va faire ?» demanda Sophia, posant son crayon de couleur et accordant à Édouard toute son attention. Édouard regarda la fillette, maigre, effrayée,
mais prête à se battre à ses côtés contre un monstre bien plus puissant que d'eux. Pour la première fois de sa vie, il ne se sentait pas seul face à un défi. Nous allons dire la vérité, dit-il simplement. À tous ceux qui voudront bien écouter. Sophia sourit, un petit sourire sincère. Et si personne ne nous croit? Édouard réfléchit un instant, se souvenant de toutes les fois dans sa vie où il avait choisi le chemin le plus facile, le plus sûr, le plus rentable. Puis il regarda Sophia et réalisa que certaines batailles valaient la peine d'être menées, même lorsque les chances de victoire étaient minces. Alors, au moins, nous saurons que nous avons fait ce qu'il fallait, répondit-il. Cette nuit-là, en rentrant chez eux, Édouard vérifiait constamment le rétroviseur. Il n'y avait aucun signe de poursuite, mais il savait que Richard était trop malin pour quelque chose d'aussi évident. La vraie guerre se déroulerait dans les tribunaux, dans les médias et dans les couloirs du pouvoir. Mais quand il regarda Sophia dormir paisiblement sur le siège à côté de lui, Édouard sut qu'il se battait pour la chose la plus importante de sa vie, la chance de devenir l'homme qu'il aurait toujours dû être. Les jours suivants devinrent un cauchemar de pression constante. Édouard se réveillait chaque matin face à une nouvelle crise créée par Richard. Contrats annulés, enquêtes fiscales, rumeurs distillées dans la presse. La campagne de destruction était méticuleuse et implacable, exécutée avec la précision de quelqu'un qui connaissait intimement tous les points vulnérables d'Édouard. Sophia observait tout avec des yeux inquiets, remarquant comment Édouard devenait plus tendu à chaque appel, plus pâle à chaque mauvaise nouvelle. Le jeudi matin, elle ne put finalement plus se taire. « Monsieur Édouard » dit-elle en tirant sur la manche de sa chemise alors qu'il lisait un autre courriel dévastateur sur sa tablette, « peut-être que je devrais vraiment partir. Il vous fait du mal à cause de moi. » Édouard posa immédiatement la tablette et s'agenouilla devant elle. « Sophia, écoute-moi bien. Peu importe ce qui m'arrive, tu ne retourneras jamais dans la rue. Jamais. » Sa voix était ferme, mais Sophia pouvait voir la lassitude dans ses yeux. « Mais vous perdez tout, » dit Sophia, les larmes commençant à couler. « Votre entreprise, votre argent, et tout est de ma faute. »« Ce n'est pas de ta faute, » dit Édouard avec véhémence. « La faute incombe à l'homme qui t'a fait du mal et qui essaie maintenant de me faire du mal. Mais sais-tu ce que j'ai appris ces derniers jours? Toutes ces choses que je perds, elles ne m'ont jamais vraiment rendu heureux. » Édouard prit les petites mains de Sophia. « Sais-tu quand j'ai vraiment souri pour la dernière fois avant de te rencontrer? Je ne m'en souviens même plus. Tu as apporté quelque chose dans ma vie qui me manquait sans même que je le sache. » Sophia le serra fort dans ses bras, et Édouard la sentit trembler. « J'ai peur qu'il réussisse à nous séparer, » confessa-t-elle. « Il est très puissant. » À ce moment, le téléphone d'Édouard sonna. C'était le docteur Martinelli, son avocat depuis 15 ans. « Édouard » la voix de l'avocat semblait tendue. « Nous devons parler de toute urgence. Richard a convoqué une réunion extraordinaire du conseil d'administration pour cet après-midi. Il essaie de te démettre de la présidence de l'entreprise. » Édouard sentit son estomac se nouer. Pour quel motif? Il a présenté un dossier volumineux alléguant une mauvaise gestion, des décisions irresponsables et une implication dans des situations qui compromettent la réputation de l'entreprise. Le docteur Martinelli fit une pause. « Édouard, il a des photos de toi avec la fillette. Il insinue des choses terribles. » Édouard ferma les yeux, sentant le monde s'écrouler autour de lui. Richard utilisait Sophia, une enfant innocente, comme une arme contre lui. Les photos montrent-elles quelque chose de déplacé? Non, bien sûr que non. Mais il crée une narration suggérant que tu es impliqué dans un trafic d'enfants, que la fillette fait partie d'un réseau illégal. La voix de l'avocat était remplie de colère. C'est répugnant, Édouard, mais politiquement efficace. Après avoir raccroché, Édouard resta au milieu de la pièce, traitant la nouvelle information. Richard n'essayait pas seulement de détruire sa carrière, il essayait de détruire sa réputation d'une manière qui rendrait impossible pour lui de s'occuper de Sophia. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Sophia, remarquant son agitation. Édouard força un sourire. « Juste du travail ennuyeux. Et si on faisait des crêpes pour le petit déjeuner ?» Mais Sophia était trop intelligente pour être dupe. « Il a dit quelque chose sur moi, n'est-ce pas? Un mensonge pour vous faire du mal. » Édouard soupira, réalisant qu'il ne pouvait pas protéger Sophia de toute la vérité. « Il essaie de faire croire aux gens que toi et moi, nous faisons quelque chose de mal ensemble. Que je t'ai ramené à la maison pour de mauvaises raisons. » Les yeux de Sophia s'écarquillèrent d'horreur. « Mais c'est un mensonge. Vous m'avez seulement aidé. Vous m'avez sauvé. » « Je sais, ma petite. Et les gens qui nous connaissent le savent aussi.
Mais Richard est très doué pour semer le doute dans l'esprit des gens. Sophia resta silencieuse quelques minutes, réfléchissant profondément. Finalement, elle regarda Édouard avec une détermination qui le surprit. « Monsieur Édouard, et si je disais à tout le monde la vérité? À la télévision, dans les journaux? Et si je montrais aux gens qui est le vrai croque-mitaine ?» Édouard sentit son cœur s'emballer. L'idée avait du mérite, mais elle était aussi dangereuse. « Sophia, cela signifierait que tu devrais raconter ton histoire à beaucoup de gens différents, répondre à des questions difficiles, peut-être même aller au tribunal. Ce serait très effrayant. » « Plus effrayant que de le laisser gagner ?» demanda Sophia avec une logique implacable. « Plus effrayant que de le laisser faire du mal à d'autres enfants ?» Édouard regarda cette fillette de 6 ans qui était prête à affronter des caméras, des journalistes et des avocats pour protéger d'autres enfants et sauver l'homme qui l'avait recueilli. Son courage était à la fois une leçon d'humilité et une source d'inspiration. « Il faudrait le faire de la bonne manière », dit-il lentement. Avec des avocats spécialisés dans les enfants, dans un environnement sûr, avec une protection totale. Sophia hocha vigoureusement la tête. « Je veux le faire. Je veux que tout le monde sache que vous êtes bon et qu'il est mauvais. » Cet après-midi-là, alors qu'Édouard se préparait pour la réunion qui le destituerait probablement de l'entreprise qu'il avait bâtie, Sophia passa un appel qui changerait tout. En utilisant le téléphone de la cuisine, elle composa le 911, d'une voix ferme et claire, dit « Je m'appelle Sophia et je veux dénoncer l'homme qui me fait du mal. Et j'ai une preuve. » Quand Édouard découvrit ce qu'elle avait fait, il trouva Sophia assise dans le salon avec une officière différente du sergent Harris, une jeune femme attentive qui écoutait chaque mot avec un sérieux professionnel. « Monsieur Miller, » dit l'inspectrice Davis en se levant quand il entra. « Votre fille adoptive ? » « Elle n'est pas ma fille adoptive, » corrigea automatiquement Édouard. Mais ensuite, il fit une pause. Il regarda Sophia, qui le fixait avec espoir dans les yeux, et réalisa que légalement, peut-être pas, mais de toutes les manières qui comptaient, elle l'était devenue. « Elle n'est pas encore ma fille adoptive, » dit-il doucement. « Mais j'aimerais beaucoup qu'elle le soit. » Sophia sourit à travers ses larmes, et même au milieu du chaos de leur vie brisée, Édouard ressentit un moment de pure joie. La guerre avec Richard était loin d'être terminée, mais pour la première fois, Édouard sentit qu'ils avaient peut-être une réelle chance de gagner. L'inspectrice Davis s'avéra très différente du sergent Harris. Jeune, attentive et spécialisée dans les crimes contre les enfants, elle écouta chaque mot de Sophia avec un sérieux professionnel, prenant des notes détaillées et ne remettant jamais en question la véracité de ses récits. « Sophia, » dit doucement l'inspectrice, « tu as été très courageuse de nous appeler. Maintenant, j'ai besoin que tu me racontes tout depuis le début, avec tes propres mots, à ton propre rythme. » Édouard regarda Sophia prendre une profonde inspiration et commencer à raconter son histoire, de la mort de sa tante aux abus dans la rue, de sa première rencontre avec le croque-mitaine à la découverte qu'il était Richard Vance. Sa voix était ferme, mais Édouard pouvait voir ses petites mains trembler légèrement. « Et es-tu absolument certaine que l'homme qui t'a fait du mal est le même Richard Vance qui travaille avec Monsieur Miller ?» demanda l'inspectrice. « J'en suis sûre, » dit Sophia sans hésitation. « Et j'ai un enregistrement de lui qui avoue. » L'inspectrice Davis se tourna vers Édouard avec un intérêt renouvelé. « Monsieur Miller, puis-je voir cet enregistrement ?» Édouard connecta son téléphone à sa tablette et lança la conversation enregistrée du bureau. Alors que la voix de Richard emplissait la pièce, proférant des menaces voilées et des références sinistres à son passé avec Sophia, l'expression de l'inspectrice devint de plus en plus sombre. « Cet enregistrement est extrêmement incriminant, » dit-elle quand il fut terminé. « Mais nous aurons besoin de plus de preuves pour un dossier solide. Monsieur Vance est une figure publique respectée. La défense remettra en question l'authenticité de l'enregistrement et la crédibilité du témoin. » Édouard sentit une pointe de découragement, mais Sophia se pencha en avant sur sa chaise. « J'ai dit à Monsieur Édouard qu'il faisait aussi du mal à d'autres enfants. Julia, qui a disparu. Et il a dit qu'il avait des amis qui lui disaient où j'étais. » L'inspectrice Davis nota tout soigneusement. « Sophia, pourrais-tu décrire ces autres endroits où il t'a trouvé? Les gens qui auraient pu te voir avec lui ?» Pendant 2 heures, Sophia répondit aux questions avec une précision impressionnante. Elle décrivit des lieux spécifiques, des moments, des personnes qui auraient pu être témoins des rencontres. Édouard était impressionné par la clarté de sa mémoire, le traumatisme avait gravé chaque détail dans son esprit. « Nous allons ouvrir une enquête formelle, » dit finalement l'inspectrice. « Mais, Monsieur Miller, je dois vous avertir. Cela deviendra public.
La presse s'y intéressera, surtout compte tenu de la position de Monsieur Vance. Vous devez être préparé à un examen intense. Comme un signal, le téléphone d'Edouard sonna à ce moment précis. C'était le docteur Martinelli. « Ever, où es-tu » La réunion du conseil a commencé il y a 1 heure. Richard présente des arguments pour ta destitution et ça ne se passe pas bien. Edouard regarda Sophia, qui l'observait avec des yeux confiants, et l'inspectrice Davis, qui attendait sa décision sur la suite à donner à l'enquête. Docteur Martinelli, dites au conseil que j'arrive dans une demi-heure et que j'apporte des preuves qui changeront complètement le contexte de cette réunion. Après avoir raccroché, Edouard s'agenouilla devant Sophia. Ma petite, le moment est venu d'affronter cela ensemble. Es-tu prête ? Sophia hocha la tête, mais Edouard pouvait voir la peur dans ses yeux. Il y aura beaucoup de gens importants là-bas ? Oui, mais souviens-toi, tu n'es plus seul. Je serai à tes côtés, l'inspectrice Davis sera avec nous, et maintenant tout le monde connaîtra la vérité. 1 heure plus tard, Edouard entra dans la salle de conseil de l'entreprise, accompagné de Sophia, de l'inspectrice Davis et du docteur Martinelli. Le silence qui tomba sur la pièce fut absolu. Richard était au milieu d'une présentation, pointant des graphiques qui montraient prétendument la mauvaise gestion d'Edouard. Quand il vit Sophia entrer, son visage blêmit visiblement, mais il reprit rapidement contenance. Edouard, dit le président du conseil, le docteur Thompson, nous discutions d'allégations graves concernant vos décisions récentes. Et je sais exactement ce que vous discutiez, l'interrompit Edouard. Et je suis ici pour présenter des preuves que les allégations de M. Vance font partie d'une campagne de chantage et d'intimidation. Richard rit nerveusement. Edouard, tu es clairement sous pression. Peut-être devrions-nous reporter cela à un autre moment, quand tu seras plus équilibré. Au contraire, dit l'inspectrice Davis en montrant son badge. Je crois que c'est le moment parfait. Richard Vance, vous êtes sous le coup d'une enquête pour agression sur mineur et extorsion. Le chaos qui s'ensuivit fut indescriptible. Les membres du conseil se levèrent de leurs chaises, les voix se superposèrent en questions confuses, et Richard se leva si brusquement qu'il renversa sa chaise. C'est absurde, cria Richard. Une mascarade orchestrée par un homme désespéré qui perd le contrôle de sa propre entreprise. Sophia, qui était restée silencieuse jusqu'alors, s'avança de quelques pas. Sa petite voix trancha le bruit comme une lame. Vous êtes le croque-mitaine qui m'a fait du mal toutes les nuits. Le silence qui suivit fut assourdissant. Sophia regarda directement Richard, sans peur pour la première fois depuis qu'elle l'avait rencontré. Vous m'avez frappé et vous avez dit que personne ne me croirait parce que je ne suis qu'une gamine des rues. Mais monsieur Edouard m'a cru. Et maintenant, tout le monde saura qui vous êtes vraiment. Richard essaya de rire, mais le son sortit forcé et désespéré. Vous allez croire une enfant traumatisée contre ceci, l'interrompit Edouard en lançant l'enregistrement à plein volume. La voix de Richard remplit la salle de conseil, arrogante, menaçante, admettant implicitement sa relation avec Sophia et faisant des références claires à d'autres crimes. Chaque mot était une condamnation, et Edouard regarda le visage de Richard s'effondrer alors que sa propre voix le trahissait. Quand l'enregistrement se termina, le docteur Thompson regarda Richard avec une expression de dégoût absolu. Richard, vous êtes renvoyé, avec effet immédiat. La sécurité, veuillez escorter M. Vance hors du bâtiment. Mais Richard ne partit pas tranquillement. Alors qu'on l'emmenait, il cria à Sophia, « Tu vas regretter ça, petite ?» Il ne put finir sa phrase car Edouard s'interposa, bloquant complètement la vue de Richard sur Sophia. « Tu ne t'approcheras plus jamais d'elle, » dit Edouard avec un calme mortel. « Plus jamais. » Quand Richard fut enfin évacué, Sophia courut vers Edouard et se jeta dans ses bras. « C'est fini ?» demanda-t-elle d'une petite voix. Edouard la serra fort, sentant ses propres larmes couler sur son visage. « Le pire est passé, ma petite. Maintenant, ce n'est qu'une question de temps avant que la justice ne fasse son travail. » Le docteur Thompson s'approcha d'eux, la voix pleine de remords. « Edouard, au nom de tout le conseil, je m'excuse. Si nous avions su... » « Vous ne pouviez pas savoir, » répondit Edouard. Richard était très doué pour garder ses deux visages séparés. Mais même au moment de la victoire, Edouard savait qu'il restait des défis à relever. L'enquête serait longue, la bataille juridique ardue, et son entreprise avait subi des dommages qui mettraient du temps à être réparés. En regardant Sophia dans ses bras, cependant, Edouard réalisa qu'il avait gagné quelque chose d'infiniment plus précieux que n'importe quelle entreprise. Il avait trouvé sa vraie famille et redécouvert son humanité.
La guerre n'était pas terminée, mais la première grande bataille était gagnée. 3 semaines après la confrontation au bureau, Édouard se réveilla au son de ce qui était devenu sa mélodie préférée, le rire de Sophia résonnant dans la maison. Elle était dans la cuisine, essayant de faire des crêpes avec l'aide de Maria, la cuisinière qu'Édouard avait engagée spécialement pour s'occuper des repas de la fillette. « Monsieur Édouard » appela Sophia en le voyant descendre les escaliers. « J'ai fait une crêpe ronde, regardez. » Elle brandit fièrement une crêpe presque parfaite, son visage illuminé d'une joie qu'Édouard n'aurait jamais imaginé possible cette première nuit froide où il l'avait trouvée grelottant sur le trottoir. « Elle est magnifique », dit Édouard en s'asseyant à l'îlot de cuisine qui était devenu le véritable cœur de sa maison. « Presque aussi belle que la chef. » Sophia rougit de plaisir, lui servant une portion généreuse. Les dernières semaines avaient été un tourbillon d'activités juridiques, d'entretiens avec des travailleurs sociaux et de préparatifs pour le processus d'adoption. Mais elles avaient aussi été remplies de petits moments magiques comme celui-ci. « Maria m'a aussi appris à faire du café », dit Sophia en versant délicatement le liquide fumant dans la tasse d'Édouard. Elle a dit que toute jeune demoiselle doit savoir prendre soin des gens qu'elle aime. Édouard sentit sa poitrine se serrer d'émotion. Sophia avait trouvé non seulement un père, mais une famille entière. Maria, avec ses 60 ans d'expérience maternelle, était instantanément tombée amoureuse de la fillette et était devenue une parfaite grand-mère de substitution. « Monsieur Miller », dit Maria en s'essuyant les mains sur son tablier. L'inspectrice Davis a appelé tôt. Elle a dit qu'elle avait des nouvelles importantes concernant l'affaire. L'estomac d'Édouard se noua légèrement. Ces derniers jours, l'enquête sur Richard s'était intensifiée de façon spectaculaire. La police avait trouvé 3 autres enfants qui confirmaient les abus et des preuves d'un réseau bien plus vaste que quiconque ne l'avait imaginé. « De bonnes nouvelles ?» demanda Sophia, remarquant la tension dans la voix de Maria. « Nous ne le saurons que lorsque nous lui parlerons », dit doucement Édouard. « Mais quoi qu'il en soit, nous y ferons face ensemble, tu te souviens ?» Sophia hocha vigoureusement la tête, mais Édouard pouvait voir une ombre d'inquiétude dans ses yeux. Même avec toute la sécurité qu'elle avait trouvée, il restait des cicatrices profondes qui mettraient du temps à guérir complètement. 1 heure plus tard, ils étaient au commissariat, assis dans le bureau de l'inspectrice Davis. L'inspectrice souriait, un bon signe. « J'ai plusieurs mises à jour », commença-t-elle. Premièrement, Richard Vance a été formellement inculpé de multiples chefs d'accusation d'abus sur enfants, sur la base du témoignage de Sophia et des autres enfants. De plus, avec les preuves que nous avons recueillies, il est pratiquement certain qu'il sera condamné à une peine significative. Sophia serra la main d'Édouard, et il la sentit se détendre légèrement. Il ne pourra plus faire de mal aux enfants. Plus jamais, confirma l'inspectrice Davis. Mais il y a plus. Au cours de l'enquête, nous avons découvert que Richard avait des liens avec un réseau plus large. Plusieurs autres personnes ont été arrêtées, y compris certaines qui fournissaient des informations sur les enfants vulnérables. Édouard sentit un frisson lui parcourir l'échine en réalisant l'ampleur de ce que Sophia avait affronté seule. Combien de personnes ? 12 arrestations jusqu'à présent, et l'enquête se poursuit. L'inspectrice Davis se tourna vers Sophia. Ton courage en disant la vérité a sauvé beaucoup d'autres enfants, Sophia. Tu es une héroïne. Sophia rougit, cachant son visage dans l'épaule d'Édouard. Je voulais juste qu'il arrête de faire du mal aux gens. Et tu l'as fait, dit Édouard en lui embrassant le sommet de la tête. Tu l'as fait d'une manière qui a tout changé. L'inspectrice Davis sourit et prit un autre dossier. Maintenant, concernant l'autre affaire importante, le processus d'adoption. Édouard sentit son cœur s'accélérer. Ces dernières semaines, il avait déposé les documents pour adopter officiellement Sophia, mais le processus était complexe et il y avait de nombreuses variables. Sur la base de nos entretiens, des évaluations psychologiques et des visites à domicile, je recommande que l'adoption soit approuvée, dit l'inspectrice Davis. Sophia a clairement trouvé non seulement un foyer, mais une famille qui l'aime profondément. Sophia sauta de sa chaise. Ça veut dire que je peux vraiment être votre fille. Ça veut dire exactement ça, dit Édouard, les larmes coulant librement sur son visage. Si tu le veux, bien sûr. Je le veux vraiment, pleura Sophia en se jetant dans ses bras. 2 semaines plus tard, au tribunal, Édouard devint officiellement père. Sophia, vêtue d'une robe bleue qu'elle avait choisie elle-même, se tenait à ses côtés devant le juge, lui tenant fermement la main. « Édouard Miller », dit solennellement le juge, « acceptez-vous toutes les responsabilités d'être le père de Sophia,
promettant de prendre soin d'elle, de la protéger et de l'aimer pour le reste de votre vie. Je le veux, dit Édouard, la voix chargée d'émotion. Et toi, Sophia, se tourna le juge vers elle, acceptes-tu Édouard comme ton père pour toujours? Je le veux, dit Sophia d'une voix forte et claire, puis elle murmura à Édouard, je peux t'appeler papa maintenant. Édouard ne put répondre à travers ses larmes, il hocha seulement la tête et la serra fort dans ses bras. Après la cérémonie, ils quittèrent le palais de justice sous une pluie fine, mais Sophia insista pour marcher dehors. La pluie ne me fait plus peur, expliqua-t-elle. Rien ne me fait plus peur quand tu es avec moi. À l'entreprise, les choses s'étaient également stabilisées. Richard parti et les contrats étant progressivement rétablis, Édouard avait pris une décision importante. Il transféra une grande partie de ses responsabilités exécutives à des collègues de confiance, ne conservant qu'un contrôle stratégique. Il voulait avoir du temps pour être le père que Sophia méritait. Papa, dit Sophia dans la voiture sur le chemin du retour, utilisant le nouveau mot avec un plaisir évident. Je peux te demander quelque chose? N'importe quoi, princesse. Regrettes-tu de m'avoir trouvé cette nuit-là? Tu as perdu beaucoup de choses à cause de moi. Édouard arrêta la voiture à l'entrée du garage et se tourna pour la regarder pleinement. Sophia, écoute-moi bien. Tu ne m'as rien fait perdre. Tu m'as fait trouver tout ce qui compte vraiment. Avant de te rencontrer, j'avais de l'argent, mais je n'avais pas de vie. J'avais du succès, mais je n'avais pas d'amour. J'avais une maison, mais je n'avais pas de foyer. Il prit ses petites mains. Tu m'as appris que la vraie richesse n'est pas à la banque, mais dans le cœur des gens qu'on aime. Tu as transformé un homme vide en un père fier. Sophia sourit à travers ses larmes. Et toi, tu as transformé une fille effrayée en une fille aimée. Cette nuit-là, Édouard borda Sophia dans son lit, non plus la chambre d'amis, mais une chambre décorée spécialement pour elle, avec des étoiles phosphorescentes au plafond et des livres de contes sur les étagères. Papa, dit-elle d'une voix endormie, tu penses que le croque-mitaine existe encore quelque part? Édouard réfléchit attentivement avant de répondre. Malheureusement, il y a des gens méchants dans le monde, ma petite. Mais sais-tu ce qui existe aussi? Des gens bien, prêts à les combattre. Et maintenant, tu sais qu'il y aura toujours quelqu'un pour te protéger. Et d'autres enfants aussi, ajouta Sophia. Surtout d'autres enfants, confirma Édouard, se souvenant de la fondation qu'il avait commencé à planifier pour aider les enfants vulnérables. Sophia dormit paisiblement, et Édouard resta quelques minutes à la regarder. La fillette qu'il avait trouvée tremblante de froid et de peur dormait maintenant en sécurité, aimée et protégée. Mais plus que cela, elle était devenue la lumière qui illuminait ses propres ténèbres. En quittant la chambre, Édouard regarda une dernière fois sa fille et murmura « Merci de m'avoir sauvée, ma petite. Merci de m'avoir appris ce que signifie être vraiment riche. » 6 mois plus tard, Édouard était dans son jardin, regardant Sophia jouer avec 3 autres enfants arrivés ce matin-là. Ils étaient les premiers résidents temporaires de la Fondation Sophia, l'organisation qu'il avait créée pour abriter et protéger les enfants vulnérables. La grande maison s'était transformée. Là où ne résonnaient autrefois que les pas solitaires d'un homme aigri, résonnaient maintenant des rires, des conversations animées et le bruit joyeux d'une famille grandissante. Maria s'était multipliée en 3 membres du personnel attentionné, et Édouard avait engagé des psychologues, des travailleurs sociaux et des enseignants pour prendre soin de chaque aspect du développement des enfants. « Papa !» Sophia courut vers lui, les cheveux volant au vent. Elle avait visiblement grandi ces derniers mois, non seulement physiquement, mais en confiance, en joie et en sécurité. « Julia est là. Tu te souviens, je t'avais parlé d'elle? La fille que le croque-mitaine avait dit avoir disparu. » Édouard sourit, se souvenant des enquêtes qui avaient conduit au sauvetage de Julia d'une situation terrible. « Bien sûr que je m'en souviens. Comment s'adapte-t-elle? Elle fait encore des cauchemars, dit Sophia avec la sagesse de quelqu'un qui comprenait profondément le traumatisme. Mais je lui ai dit qu'ici, les cauchemars ne peuvent pas nous faire de mal. Et que tu ne laisses jamais aucun croque-mitaine entrer. Édouard s'agenouilla à la hauteur de Sophia, toujours impressionné par la façon dont elle était devenue une mentor naturelle pour les autres enfants traumatisés. Et que lui as-tu dit d'autre? Que ça fait très mal au début, mais qu'ensuite, on apprend à être à nouveau heureux, dit Sophia en serrant le cou d'Édouard. Que la famille, ce n'est pas seulement ceux avec qui on est né, mais ceux qui choisissent de rester ensemble. À ce moment, le docteur Martinelli s'approcha d'eux, un dossier à la main. « Édouard, je suis désolé d'interrompre, mais nous avons les résultats finaux du procès. » Édouard se releva, sentant Sophia s'accrocher automatiquement à sa main. «
Même après tant de mois, elle se tendait encore lorsque les adultes parlaient de sujets sérieux. Richard Vance a été condamné à 25 ans de prison sans possibilité de libération conditionnelle, annonça le docteur Martinelli. Et tous ses complices ont également reçu des peines importantes. Sophia regarda Édouard avec de grands yeux. C'est long, 25 ans? C'est assez de temps pour que tu grandisses, que tu obtiennes ton diplôme, peut-être même que tu aies tes propres enfants, expliqua doucement Édouard. Assez de temps pour être sûr qu'il ne fera plus jamais de mal à personne. Sophia hocha la tête, mais au lieu de soulagement, Édouard vit une expression pensive sur son visage. « Papa, tu penses qu'il apprendra à être une meilleure personne en prison ?» La question surprit Édouard. Après tout ce qu'elle avait traversé, Sophia pouvait encore trouver de la compassion dans son cœur, espérait encore que même ses bourreaux puissent devenir de meilleures personnes. « Je ne sais pas, ma petite, dit-il honnêtement. Mais je sais que toi, tu es devenue une meilleure personne malgré tout ce qu'il a fait. Et ça, c'est beaucoup plus important. » Le docteur Martinelli sourit, visiblement touché par la conversation. « Édouard, il y a encore une chose. La ville a officiellement reconnu la Fondation Sophia comme une œuvre de bienfaisance publique. Vous recevrez un soutien gouvernemental pour étendre le programme. » « Ça veut dire qu'on peut aider plus d'enfants ?» demanda Sophia, les yeux brillants d'espoir. « Beaucoup plus », confirma Édouard, sentant sa poitrine se gonfler de fierté pour sa fille extraordinaire. Cette nuit-là, après que tous les enfants se soient endormis, Édouard se retrouva seul dans son bureau pour la première fois depuis des mois. Il regarda les photos qui décoraient maintenant son bureau. Sophia le jour de l'adoption, les enfants de la fondation jouant dans le jardin, lui et Sophia coupant le gâteau de son premier anniversaire à la maison. Il prit un cadre photo spécial, une photo de Sophia dormant paisiblement lors de sa première nuit dans la maison, portant toujours son manteau surdimensionné. Sous la photo, elle avait écrit de sa main d'enfant, « Pour le papa qui m'a appris que l'amour est plus fort que la peur. » Édouard sourit, se souvenant de l'homme qu'il était à peine un an plus tôt, froid, seul, obsédé uniquement par le succès financier. Cet homme était mort la nuit où il avait trouvé une petite fille grelottant sur le trottoir. Et à sa place, quelqu'un qu'Édouard n'aurait jamais cru pouvoir être né. « Papa ?» Une petite voix se fit entendre de la porte. Sophia était là, pieds nus et en pyjama, tenant son ours en peluche. « Qu'y a-t-il, princesse? Un cauchemar ?» « Non, » dit-elle en s'approchant de lui. « Je voulais juste dire bonne nuit pour de vrai. » Édouard la prit dans ses bras, et Sophia se blottit contre sa poitrine. « Papa, je peux te dire un secret? » « Toujours. Parfois, je me souviens encore de cette nuit où tu m'as trouvé. Et je n'arrête pas de penser, et si tu avais juste continué ta route? Et si tu ne t'étais pas arrêté pour m'aider? » Édouard sentit son cœur se serrer en imaginant cette terrible possibilité. « Mais je me suis arrêté. Et sais-tu pourquoi? » Sophia secoua la tête, curieuse. « Parce que tu m'as rappelé qui j'étais vraiment à l'intérieur. Tu m'as rappelé qu'il y a des choses plus importantes que l'argent, plus précieuses que le succès, plus puissantes que la peur. » Sophia sourit. « Et toi, tu m'as rappelé qu'il y a de bons adultes dans le monde. Qu'il y a des gens prêts à se battre pour les autres, même quand ça coûte cher. » Édouard la serra plus fort, réalisant qu'ils s'étaient tous les deux sauvés l'un l'autre cette nuit froide. Elle l'avait sauvé de la solitude et du vide, et il l'avait sauvé du danger et de l'abandon. « Papa, » dit Sophia d'une voix endormie, « demain, on pourra visiter la nouvelle école que tu veux construire pour les enfants de la Fondation. » « Bien sûr qu'on peut, » répondit Édouard en lui embrassant le sommet de la tête. « Nous construirons l'école la plus belle et la plus sûre qui ait jamais existé. Avec une grande bibliothèque. Énorme. Et une aire de jeu. La meilleure de la ville. » Sophia sourit en fermant les yeux. « Ce sera parfait. Les enfants seront si heureux. » Édouard porta la Sophia endormie jusqu'à sa chambre, l'aborda et murmura « Dors bien, mon amour. Demain, nous continuerons à rendre le monde un peu meilleur. » En quittant la chambre, Édouard regarda par la fenêtre la ville en contrebas. Quelque part, il y avait d'autres enfants ayant besoin d'aide, d'autres adultes ayant besoin de redécouvrir leur humanité. Et pour la première fois de sa vie, Édouard savait exactement quel était son but, utiliser sa richesse, son influence et son amour pour construire des ponts entre les cœurs brisés. La fillette qu'il avait trouvée grelottant de froid sur un trottoir était devenue son plus important professeur, lui apprenant que la vraie richesse ne se mesure pas en chiffres bancaires, mais dans la profondeur des relations que nous construisons et l'impact positif que nous avons sur la vie des autres. Edward Miller avait été un millionnaire à succès,
Mais ce n'est que maintenant, à 41 ans, qu'il était devenu vraiment riche. Riche en amour, riche en but, riche en la certitude que chaque jour offrait une nouvelle opportunité de faire une différence dans la vie de quelqu'un. Et tout avait commencé avec une enfant courageuse qui avait transformé Monsieur Édouard en papa et la solitude en famille, prouvant que les plus grands miracles se produisent lorsque nous ouvrons nos cœurs à ceux qui ont le plus besoin de notre protection et de notre amour. Dans le silence de sa maison remplie de vie, Édouard sourit, sachant qu'il avait trouvé le plus précieux des trésors, une famille construite non pas par les liens du sang, mais par les liens bien plus forts de l'amour inconditionnel et du choix conscient de prendre soin l'un de l'autre.